Bonjour, on va faire ici une première tentative de résumé de cours. Aujourd'hui, on a parlé de fonctions de classe CP, de fonctions de classe C infini, plus particulièrement des opérations qu'on pouvait faire entre des fonctions de classe CP et de classe C infini et qui conservent la classe CP ou la classe C infini. Et ensuite, on a parlé de convexité. Qu'il faut réussir à bien manipuler sont les fonctions de classe C0, de classe C1 et de classe C2. C'est les trois classes avec lesquelles on va le plus travailler. Les fonctions de classe C0, graphiquement, c'est assez facile de les repérer puisque ce sont simplement les fonctions continues. Pour les fonctions de classe C1 et C2, c'est un peu plus compliqué. On a vu dans des représentations graphiques qu'on n'arrivait pas forcément à le voir graphiquement. Il se trouve que ça reste une notion très concrète puisque c'est très lié aux ruptures de courbe. C'est une fonction qui est de classe C2 sur tout un intervalle, sauf en un point, et si on parcourt la courbe représentative de cette fonction, et en ce point-là, on va sentir une secousse. Et ce sont des choses auxquelles on fait attention, notamment quand on construit des routes, on essaie de ne pas mettre ce genre de point. Et c'est pour ça que quand on regarde les échangeurs d'autoroute, par exemple, si on regarde les fonctions qui se cachent derrière, on aura à chaque fois des choses de classe C2. Pour commencer, on a tout un tas d'opérations qui laissent stables les classes CP, et on va regarder dans cette première proposition. Ici, on prend deux fonctions qui sont de classe CP. Alors pour le moment, on prend P un entier. On ne prend pas P qui est l'infini. On en reparlera dans la remarque qui suit. Et si on a deux fonctions qui sont toutes les deux de classe CP, alors la somme est aussi de classe CP. Si on multiplie une des fonctions par un scalaire lambda, on obtient une fonction de classe CP. Le produit de nos deux fonctions est de classe CP et le quotient lorsqu'il existe est lui aussi de classe CP. Ce que j'ajoute ici, ce sont les dérivées pm de ces fonctions. Donc pour la somme, la dérivée pm, c'est facile, c'est simplement la somme des dérivées pm. Et pour une fonction multipliée par un scalaire, lambda u dérivée p fois, c'est simplement lambda fois u dérivée p fois. En ce qui concerne le résultat de stabilité, donc le fait que u plus v soit une fonction de classe CP, que lambda u soit une fonction de classe CP, que u fois v soit une fonction de classe CP, et que lorsque c existe, u sur v est une fonction de classe CP, ceci est vrai pour tous les entiers p. En particulier, vous avez le même résultat avec des fonctions de classe C infinie. Si je n'ai pas intégré la classe C infinie dans la proposition, c'est simplement parce que ça n'aurait pas eu de sens d'écrire u plus v dérivé une infinité de fois. Ça n'existe pas. Dans la proposition précédente, je n'ai pas mis de formule pour la dérivée d'un produit. Or, il en existe une, c'est la formule de Leibniz. Pour n'importe quel p appartenant à n, si u et v sont deux fonctions de classe CP, on sait qu'alors u fois v est elle aussi une fonction de classe CP, et on peut dériver u fois v p fois avec la formule qui est ici. Cette formule, elle doit vous faire penser à la formule du binôme de Newton. On voit que c'est très proche. Ce qui change, c'est qu'au lieu d'avoir une somme, on a un produit ici et ici. Et la deuxième chose qui change, c'est qu'évidemment, au lieu que ce soit des puissances, ce sont des dérivées. Et sur le principe, c'est vraiment la même chose. Si on veut regarder de plus près ce que donne cette formule, on peut commencer avec le cas le plus simple, p égale 0, donc u fois v dérivé 0 fois, on sait qu'on doit trouver u fois v. Si on applique la formule u fois v dérivé 0 fois, on a la somme pour les cas entre 0 à 0 des k parmi 0 des u dérivé k fois v dérivé 0 moins k fois. Concrètement, c'est une somme avec un seul terme, le terme de rang 0, qui est 0 parmi 0, u dérivé 0 fois, v dérivé 0 fois. Autrement dit, une fois u fois v, donc u fois v. Et on retrouve bien que dériver 0 fois u fois v, ça donne u fois v. Si on regarde pour p égale 1, là aussi on connaît la formule, on sait que u fois v dérivé une fois, on doit trouver u' v plus u v'. Regardons ce que donne la formule. C'est donc la somme pour k allant de 0 à 1 des k parmi 1 u dérivé k fois v dérivé 1 moins k fois. En particulier, c'est une somme à deux termes, ce qui est ce qu'on attendait. Si on écrit ces deux termes, les termes de rang k égale 0 et k égale 1, on trouve 0 parmi 1, u dérivé 0 fois v dérivé 1 moins 0 fois, plus 1 parmi 1, u dérivé une fois, v dérivé 1 moins une fois. Donc concrètement, on a une fois u fois v', plus une fois u' fois v. Autrement dit, on retrouve bien notre uv' plus u'v. On peut regarder ce qui se passe quand on dérive deux fois, et c'est là que ça devient intéressant, parce que jusque-là, c'est des formules qu'on connaissait. Si on dérive deux fois, donc on applique encore une fois notre formule, on se retrouve avec une somme à trois termes, k allant de 0 à 2. Si on écrit ces trois termes pour k égale à 0, 1, puis 2, on obtient cette chose-là. Donc 0 parmi 2 vaut 1, 1 parmi 2 vaut 2, et 2 parmi 2 vaut 1. Ce qui nous donne donc uv seconde plus 2u'v plus u'v. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'on peut adapter ça avec n'importe quel p.
Ça ressemble de très proche à la formule du binôme de Newton, je l'ai déjà dit. Et par exemple, pour P égale 3, eh ben, on va tout simplement trouver que la dérivée troisième de U fois V, c'est U fois V dérivée 3 fois, plus 3 fois U' V seconde, plus 3 fois U seconde V', plus U dérivée 3 fois V. La petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que dans le binôme de Newton, quand on élève un nombre à la puissance 0, il disparaît, puisqu'un nombre à la puissance 0, ça fait 1, et que donc on ne le voit pas lui apparaître dans les multiplications. Ici, une fonction dérivée 0 fois, c'est la fonction, et donc elle reste bien dans les multiplications. Un exemple avec cette fonction f, qui est le produit d'une fonction polynomiale et de la fonction exponentielle. La question, c'est de justifier qu'elle est bien de classe C infinie, et ensuite de déterminer la dérivée Pm, où P est un entier plus grand que 2. D'abord, pour justifier qu'elle est de classe C infinie, c'est assez simple, puisqu'on a un produit de deux fonctions de classe C infinie, d'abord une fonction polynomiale et ensuite la fonction exponentielle. Pour se faciliter les choses, on va donner des noms à ces fonctions-là. On va appeler U la fonction qui x associe x au carré plus x plus 1, et V la fonction qui x associe exponentielle de x. Et pour dériver, eh bien, on fixe P, plus grand que 2, on fixe x dans R, et on fait notre calcul. Donc ici, on applique la formule. Et ce qu'il y a de notable dans cette formule, c'est que U étant une fonction polynomiale, si on la dérive beaucoup de fois, on trouve la fonction nulle. Quand je dis beaucoup de fois, plus précisément ici, U elle est de degré 2, ce qui veut dire que dès qu'on la dérive 3 fois, on obtient la fonction nulle. Donc dès que K vaut 3, tout ceci est égal à 0. Ce qui fait qu'en fait cette somme-là, c'est simplement la somme des trois premiers termes, les termes de rang k égale 0, k égale 1 et k égale 2. Voilà pourquoi dans la somme en dessous, on a un terme pour k égale 0, un terme pour k égale 1, un terme pour k égale 2. On finit les calculs, on factorise en exponentielle de x, et voilà l'expression qu'on trouve. Alors on pourrait se demander, et pour p égale 0 et 1, que se passe-t-il? Bon, quand p égale 0, il est assez clair que la formule est encore vraie, puisque si je remplace p par 0, ici 2 fois p plus 1, ça vaut 1, ici p carré plus 1, ça vaut 1, donc je me retrouve avec x au carré plus x plus 1 fois exponentielle de x, pour f dérivée 0 fois de x, ce qui est précisément l'expression de notre fonction. Pour p égale 1, ça va être aussi vrai, mais il faut poser le calcul. Si on a dû distinguer p plus grand que 2, c'est à cause de cette égalité-là. Vous voyez que dans cette égalité-là, quand j'écris cette somme-ci, je sous-entends que p c'est au moins égal à 2, puisque j'ai mis les termes de rang 0, 1 et 2. Donc je sous-entends que ma somme, elle allait au moins jusqu'au rang 2. La proposition suivante sert à montrer qu'une composée de fonctions de classe CP est de classe CP sous certaines hypothèses. Ici, P appartient à n union l'infini, donc on peut raisonner avec P égale l'infini, on peut parler de classe C infini. Pour expliquer que U rond V est de classe CP, ce dont on a besoin, c'est de montrer que U est de classe CP, sur son ensemble de définitions, que V est de classe CP, ici on essaiera de trouver l'ensemble le plus grand possible sur lequel V est de classe CP, puisque dans l'étape d'après, on doit démontrer que les images de U sont incluses dans l'ensemble sur lequel V est de classe CP, donc plus cet ensemble sera grand, plus ce point-là sera facile. C'est exactement la même proposition que la continuité des composés et que la dérivabilité des composés en remplaçant continu ou dérivable par de classe CP. Regardons sur un exemple. On a ici une fonction où on reconnaît bien une composée, la fonction racine et une fonction polynomiale. Donc c'est la fonction polynomiale qui intervient en premier, puis la fonction racine. Et on me demande de montrer qu'elle est de classe C infinie. Je commence par donner un nom à ma fonction polynomiale, je l'appelle U. U, comme elle est polynomiale, elle est bien de classe C infinie sur son ensemble de définitions tout entier. Ici, l'ensemble de définitions de U, comme U intervient en premier, c'est l'ensemble de définitions de f, donc 1 plus l'infini. Puis la deuxième fonction qui intervient, c'est la fonction racine. L'ensemble le plus grand possible sur lequel la fonction racine est de classe C infinie, c'est R plus étoile, ce que je dis ici. Et enfin, je dois donc expliquer que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, U de x appartient à R plus étoile. Pour faire ça, on va simplement factoriser notre expression et utiliser un tableau de signes, puisqu'on doit démontrer que les U de x sont strictement positifs, autrement dit, c'est le signe de U de x qui nous intéresse. Pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, U de x, on peut le factoriser par x carré et obtenir que c'est x carré facteur de x moins 1. Et on a donc le tableau de signes suivant.
Je rappelle qu'ici, x-1, si on regarde la fonction affine qui se cache derrière, elle a un coefficient positif, elle a un coefficient directeur positif. On a donc quelque chose de croissant, d'abord des valeurs négatives, ensuite des valeurs positives. Et on a donc bien quelque chose qui est strictement positif. Et on a donc bien un u de x qui est strictement positif. Ce qui nous donne donc que tous les u de x sont strictement positifs pour x entre 1 et plus l'infini, et donc notre fonction, elle est bien de classe C infini. On va maintenant parler de concavité et de convexité. Ici, on a 4 fonctions. Ici, on a 4 courbes représentatives de fonctions, et la question c'est, parmi ces 4 courbes, lesquelles semblent convexes et lesquelles semblent concaves. La première nous semble convexe, la dernière concave. Pour la seconde, il faut faire attention, parce qu'on a effectivement une partie où ça a l'air concave et une seconde où ça a l'air convexe. Mais donc si on demande est-ce que la fonction est concave ou convexe, eh ben, c'est sur l'ensemble de définitions entier qu'on doit répondre. Et sur l'ensemble de définitions en entier, elle n'est ni l'un ni l'autre. Et enfin, reste la 3. Alors la 3, on aurait envie de dire qu'elle est convexe. Cela dit, il y a un point anguleux. Et un point anguleux, on sait que ça, c'est un signe de non-dérivabilité. Or, les critères de convexité que vous connaissez, ils parlent nécessairement de dérivée. Vous avez un critère avec le positionnement des tangentes, mais donc on a besoin d'avoir une fonction dérivable, et vous avez un critère avec le signe de la dérivée seconde, et on a donc besoin de dériver notre fonction. Si on fait le parallèle avec la croissance et la décroissance des fonctions, on sait que pour montrer qu'une fonction est croissante ou décroissante, on peut parler de la dérivée. Mais c'est jamais rien qu'une proposition, ce n'est pas la définition. Et donc on imagine en fait qu'ici aussi, ces notions-là, pour montrer que des fonctions sont convexes ou concaves, ce sont seulement des propositions, ce ne sont pas des définitions. Et ce qu'on voudrait faire, c'est poser une définition. Une définition idéalement qui n'aurait pas besoin de présupposer la dérivabilité de nos fonctions. Et la bonne notion, ça va être la notion de corde. Parce que si on trace des cordes, eh ben, on va se rendre compte que à chaque fois qu'on a quelque chose de convexe, les cordes, elles sont au-dessus de la courbe. À chaque fois qu'on a quelque chose de concave, les cordes, elles restent en dessous de la courbe. Et quand on a quelque chose qui n'est ni convexe ni concave, eh ben, on a des cordes qui vont traverser la courbe, parfois être au-dessus, parfois être en dessous. Si on prend notre numéro 3, on voit qu'en traçant les cordes, on a quelque chose qui reste toujours au-dessus, éventuellement confondu sur la courbe, mais toujours au-dessus au sens large. Et donc finalement, on va dire que celle-là, elle est convexe, et essayer de noter une définition qui traduit cette idée-là. Pour définir la convexité, je vais déjà avoir besoin de la notion de moyenne pondérée, et je vais rappeler dans cette proposition deux résultats, un relativement évident et un tout petit peu moins évident. Lorsqu'on prend x1 et x2 deux nombres, avec x1 strictement plus petit que x2, et qu'on prend deux coefficients, t1 et t2, donc comme ce sont des coefficients, ils sont entre 0 et 1 et leur somme fait 1, si on regarde t1 x1 plus t2 x2, autrement dit la moyenne de x1 et x2 pondérée par les coefficients t1 et t2, eh bien on obtient un nombre qui se trouve entre x1 et x2. Typiquement, si x1 et x2 ça représente deux notes que vous avez eues à un devoir, par exemple un 9 et un 12, eh bien vous savez que quels que soient les coefficients que je vais choisir pour faire votre moyenne, la note que vous allez obtenir, elle va se trouver entre 9 et 12. Réciproquement, si on prend une valeur entre 9 et 12, je vais forcément pouvoir trouver des coefficients pour que cette valeur choisie soit votre moyenne. Par exemple, si j'ai envie que vous ayez 10 de moyenne, je vais pouvoir trouver un T1 et un T2, tels que T1 9 plus T2 12 égale 10. Et je fais ça avec 10, mais si j'ai envie que vous ayez 11, ben je peux aussi trouver un T1 et un T2, alors différents, hein, tels que vous ayez 11. Et c'est ce que dit le deuxième point, c'est que réciproquement, quel que soit le x que je choisis entre x1 et x2, je vais pouvoir trouver un unique couple T1 et T2, un couple de coefficients, tel que x égale T1 x1 plus T2 x2. Sur un exemple, imaginons qu'on parte de x1 qui soit 1 et de x2 qui soit 4. Bon, évidemment, si je prends par exemple 1 demi et 1 demi, ben je vais trouver 5 demi. Donc 5 demi est une moyenne de 1 et de 4. Mais si je prends un nombre un peu plus compliqué que 5 demi, pas un nombre en plein milieu, par exemple 3, bah 3, je peux aussi en faire une moyenne de 1 et 4. Je constate que 3, il est 2 fois plus proche de 4 que ce qu'il est proche de 1. Ce qui veut dire que dans ma moyenne, je vais devoir associer à 4 un poids 2 fois plus gros que le poids que j'associe à 1. Je cherche donc deux coefficients, T1 et T2,
avec un coefficient 2 fois plus grand que l'autre. Et bien, j'ai pas tellement de choix ici, c'est forcément 1 tiers et 2 tiers. J'ai bien 2 tiers qui est le double de 1 tiers. Et on peut vérifier, quand on fait 1 tiers fois 1 plus 2 tiers fois 4, on trouve bien 3. On en vient maintenant à notre définition. Je rappelle que l'idée, c'est de dire qu'une fonction est convexe si les cordes se trouvent au-dessus de la courbe. Donc là, j'ai par exemple pris une corde, et elle est au-dessus de ma courbe. Donc cette corde, je la place sur l'intervalle x1, x2. Puis je vais prendre une valeur, n'importe laquelle, entre x1 et x2. Et je voudrais expliquer qu'en remontant cette valeur, je vais d'abord avoir la courbe et ensuite la corde. Alors les valeurs qu'on peut placer simplement, c'est l'image de x1, qui est f de x1, l'image de x2, qui est f de x2, et ensuite la valeur x, quand on la remonte, on a une certaine valeur y ici. X, étant donné qu'il se trouve entre x1 et x2, c'est une moyenne de x1 et x2, avec les valeurs t1 et t2 en coefficient. On a vu dans la proposition précédente qu'on pouvait toujours trouver un t1 et un t2 qui conviennent. Quand je remonte x, je trouve une valeur y. Cette valeur, elle est entre f de x2 et f de x1. Autrement dit, cette valeur, c'est une moyenne de f de x1 et de f de x2. La question, c'est quels sont les coefficients à choisir. Et bien, il se trouve qu'on va pouvoir prendre exactement le même T1 et le même T2 qu'avant, tout simplement parce que si on regarde cette distance-là par rapport à cette distance-là, et si on regarde cette distance-là par rapport à cette distance-là, et ben on va constater qu'on a la même chose. Il y a une proportionnalité qui est due à cette droite ici. Donc ici, on n'a pas quelque chose de linéaire, on a quelque chose d'affine, et ça va conserver les proportionnalités entre cette distance et cette distance d'une part, et celle-ci d'autre part. Et comme on a vu avant, étant donné qu'on a la proportionnalité, qu'on a conservé les rapports des distances, c'est nécessairement qu'il va falloir prendre le même T1 et le même T2. Et donc finalement, ce y, c'est la moyenne de f de x1 et f de x2 avec T1 et T2. On a donc cette quantité en rouge qui est en dessous de cette quantité en vert. Et c'est simplement ce que dit notre définition. Lorsqu'on a f qui va d'un intervalle i dans R une fonction, elle est convexe si, quel que soit le x1 et x2 qu'on choisisse pour former notre corde, quels que soient les coefficients t1, t2 qu'on choisisse pour obtenir un point entre x1 et x2, eh bien, on a l'image de la moyenne qui est plus petite que la moyenne des images. On finit avec une proposition qui va nous servir d'exemple. Alors attention, en pratique, on va plutôt démontrer qu'une fonction est convexe en utilisant les critères sur la dérivabilité, et ensuite on appliquera les inégalités de convexité. Ici, pour cet exemple, comme on n'a pas encore parlé des critères sur la dérivabilité, on va montrer directement, en démontrant les inégalités de convexité, que la fonction valeur absolue est convexe. Je rappelle que la valeur absolue a cette représentation graphique-là, et si on trace une corde, on constate bien qu'elle est au-dessus de la courbe représentative. Et on va maintenant montrer que n'importe quelle valeur absolue de la moyenne est plus petite que la moyenne des valeurs absolues. Autrement dit, voilà ce qu'on veut démontrer. Pour faire ça, on fixe x1 et x2 les deux nombres dont on va prendre la moyenne, t1 et t2 les deux coefficients. On commence ici par appliquer une inégalité triangulaire. Je rappelle que l'inégalité triangulaire dit simplement que la valeur absolue d'une somme est plus petite ou égale à la somme des valeurs absolues. D'où l'inégalité. Ici, on a la valeur absolue de t1 x1, mais nous, on voudrait t1 valeur absolue de x1. On va utiliser une deuxième propriété des valeurs absolues, qui est que la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Or, t1, lui, il est positif, donc la valeur absolue de t1, c'est t1. Et on récupère bien ce qu'on voulait démontrer. On l'a fait à x1, x2, t1, t2 fixé, on peut donc le dire pour tout x1, x2, t1, t2. Et finalement, la fonction valeur absolue est convexe.